Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Jusqu'où iront-ils pour fuir leurs responsabilités ? Samedi 29 novembre, alors qu'il était censé proposer des réponses à la crise sociale et politique en Guadeloupe, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est principalement illustré en évoquant, comme piste de sortie de crise, une autonomie accrue de l'archipel. Une réponse étonnante alors que l'autonomie ne faisait jusque-là pas du tout partie des revendications populaires et que le département semble bien moins souffrir d'un trop-plein d'État que des manquements de ce dernier aux abonnés absents dès lors qu'il s'agit de jouer son rôle d'outil de cohésion sociale. Alors, cette sortie ministérielle, qu'implique-t-elle réellement ? Ne risque-t-elle pas d'alimenter les séparatismes à rebours de la fermeté affichée par l'exécutif sur ces questions ? S'agit-il d'un simple accident de parcours d'un jeune ministre sous pression, ou faut-il y voir le produit d'une véritable idéologie cherchant à remettre en cause jusqu'à l'intégrité territoriale de notre pays ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo du Fil d'actu. Ce qui se passe à Maouaya, c'est ce qui se passe sur tout le territoire. Les soignants, en fait, qui n'étaient pas vaccinés, ils ont perdu leur travail. Et comme réponse du gouvernement, il y a une réponse que la jeunesse n'a pas su accepter par rapport à tout ce qui se passait déjà auparavant. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a souffert des coupures et aussi de manque d'eau. Et aussi, on a la chlordécone. On a un taux de chômage très, très élevé. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que je le tolère ou que je dis que c'est très bien. C'était prévisible. Ça fait déjà plusieurs années qu'eux, ils ne mangent pas, que leur mère n'arrive pas à payer les factures et qu'il faut faire un choix, payer la facture ou acheter à manger. La rencontre était très attendue, mais elle n'aura duré que 10 petites minutes. Sébastien Lecornu et les syndicats guadeloupéens n'ont pas réussi à se parler. Le ministre leur demandait au préalable de condamner les violences sur place. Il n'y a pas de négociation possible dans ces conditions. Donc tout le monde doit au moins prendre ses responsabilités. Ce sont des responsables syndicaux qui font beaucoup de politique. Ils doivent donc condamner clairement les violences. Donc les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, les Martiniquaises et les Martiniquais sont les principales victimes malheureusement. Le revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui coupe la barre des revenus en deux, est autour de 900 € aux Antilles. Vous imaginez un panier alimentaire qui est 30% plus cher et un revenu médian qui est 30% inférieur à celui qu'on trouve en France métropolitaine. Donc ça produit évidemment un très grand mécontentement et le sentiment que la vie est difficile, que la vie est chère. En Guadeloupe, 60% des moins de 25 ans sont au chômage. Le pass sanitaire n'est pas négociable non plus. Qu'est-ce qui est négociable alors ? Parce que on ne va pas négocier la sécurité sanitaire des Français. Un département français privé d'eau courante. Difficile à croire. Et pourtant, en Guadeloupe, l'eau potable manque cruellement. Chez Sylvie, ce jour-là, pas une goutte ne coule du robinet. Une situation sanitaire catastrophique en pleine pandémie de Covid-19. Parce qu'on nous parle de gestes barrières, mais si on ne nettoie pas la maison, on ne se lave pas les mains, où voulez-vous qu'on aille ? Et surtout les enfants, on leur demande de se laver les mains constamment. Pour tenter de mettre fin aux violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Il y a eu beaucoup de reprises de ce sujet, alors qu'en réalité, ce sujet n'est pas du tout au centre des négociations posées par l'intersyndicale. En 2003, il y a déjà eu un référendum en Guadeloupe sur l'autonomie. La réponse a été très nette. À plus de 70%, les Guadeloupéens ont dit non, nous ne voulons pas de cette autonomie. Dans un département miné par la pauvreté, les revendications sont plus sociales qu'institutionnelles. Il faut la même dose d'État qu'on retrouve dans l'Hexagone qu'aux Antilles, ni plus ni moins. L'outre-mer ne serait-il pour la France qu'un simple poids mort, un gouffre financier inapte au développement dont il conviendrait de se débarrasser au plus vite pour booster notre compétitivité ? Peut-être n'est-ce pas là ce que sous-entendait le ministre Sébastien Lecornu lorsque samedi dernier, il a mis sur la table la question de l'autonomie de la Guadeloupe. Comme nous allons le voir, c'est pourtant bien là le message sous-jacent de son allocution. Un message non seulement insultant pour nos compatriotes, mais également symptomatique d'une conception particulière de la nation française, à rebours de tout ce qui a fait sa force et sa cohésion jusqu'à aujourd'hui. Nous en parlions la semaine dernière, la Guadeloupe traverse actuellement une crise politique et sociale d'ampleur qui s'est depuis étendue à la Martinique voisine. Des manifestations, mais aussi des pillages, des incendies et des affrontements violents, parfois à balles réelles.
Un climat quasi insurrectionnel, conséquence directe de la mise en place de l'obligation vaccinale pour les soignants, mais surtout révélateur de fractures bien plus profondes, celle d'un département miné par la crise économique et le chômage de masse, livré à lui-même par des pouvoirs publics n'ayant jamais pris la peine de travailler à un plan de développement sérieux lui permettant de répondre à ses besoins propres. Quand on sait que les enfants des écoles, quand ils mangent du poisson, c'est du poisson importé de métropole parce qu'il n'y a pas de transformation des ressources halieutiques sur place, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de production et en matière de perspectives économiques qui changeraient le modèle. Et le développement endogène, comment est-ce que l'on fait pour travailler avec les autres îles indépendantes de la Caraïbe ? 35 millions d'habitants, 32 dans la Caraïbe. C'est incroyable que vous soyez parfois obligé d'importer des produits qui soient manufacturés, on pourrait parler de l'essence et tout cela, alors que l'on peut faire venir tout ce dont on a besoin, tout ce dont la Guadeloupe et la Martinique ont besoin, des îles environnantes. C'est possible. Et produire nous-mêmes. Donc là, c'est possible. On revient au problème structurel, en fait. Bien sûr. Totalement. Un département sous-équipé, gangréné par les scandales politiques, et où il est de plus en plus difficile pour les habitants de vivre décemment de leur travail. Une sorte de concentré des difficultés du reste de la France, en plus exacerbé, plus intense, qui vient de plus loin et qui a mis à mal le contrat social liant l'État et les citoyens. Sur toutes ces questions, après 2 semaines de quasi-guerre civile, la balle était ce week-end dans le camp de l'exécutif. Une occasion manquée, hélas, en apparence au moins, de prendre à bras le corps les problèmes de la Guadeloupe. En perspective, aucune réflexion de fond sur le développement économique de l'archipel, seulement 1 millier d'emplois aidés, créés à grand renfort d'argent public. Or, au-delà du caractère dérisoire du chiffre, car rappelons qu'en Guadeloupe ce sont près de 50 000 personnes qui sont aujourd'hui au chômage, il n'est nul besoin d'être spécialiste des dom-toms pour savoir qu'un soutien de ce type à l'emploi ne réglera absolument rien aux problèmes structurels du département, à commencer par la faiblesse de son modèle de production. Pas d'industrie, une agriculture quasi exclusivement tournée vers l'exportation, incapable de résister à la mondialisation. Conséquence, des emplois concentrés dans les services, le tourisme et les administrations. Des emplois improductifs permettant à peine aux habitants de gagner de quoi payer à prix d'or les biens importés que l'on n'a jamais pris la peine de chercher à produire sur place. Avec ces nouveaux emplois aidés, le gouvernement de Jean Castex ne propose donc rien d'autre que de remettre une pièce dans la machine, de subventionner l'emploi administratif ou associatif sans rapport avec les besoins réels des habitants, à commencer par le besoin de développer une production endogène. Bref, un cache-misère, là où un gouvernement sérieux aurait pris la décision, certes beaucoup plus difficile, mais également beaucoup plus responsable, d'investir massivement dans le développement économique de l'archipel. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car si Sébastien Lecornu n'a avancé aucune proposition de fond, cela pourrait bien être le fruit non pas d'une simple mésestimation des problèmes rencontrés par les Guadeloupéens, mais bien d'une réelle volonté politique de ne rien faire. Une hypothèse appuyée par l'évocation de la part du ministre d'une autonomie accrue de l'archipel comme réponse à la crise. Crise sociale, sanitaire, parler d'autonomie. Eh bien, dans un département, allons-y. des départements Quand qui vous souffrent avez autant. des élus guadeloupéens qui vous disent droit dans les yeux, il faut que ce soit les Guadeloupéens qui décident pour la Guadeloupe. Et la loi sur l'obligation vaccinale, laissez-nous l'arranger à notre manière, parce que ce ne sont pas les députés et les sénateurs qui vont décider à Paris de comment ça fonctionne ici en Guadeloupe. Pardon, mais en creux, si c'est pas un débat sur l'autonomie qui était en train de se faire sous mes yeux, c'est quoi ? En Guadeloupe, les revendications aujourd'hui restent plus sociales qu'institutionnelles. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens s'étaient prononcés majoritairement contre un projet de large autonomie. 70% de Guadeloupéens ont dit non. Et lorsque vous questionnez la population dit non, ce n'est pas notre priorité. Donc il faut bien le noter que ce n'est pas une demande. De quoi est-il ici question ? Certes pas d'une indépendance de la Guadeloupe, comme certains opposants au gouvernement ont pu chercher à le faire croire, mais d'octroyer à l'archipel, cumulant déjà les statuts de département et de région, un nouveau statut particulier. De donner à ses représentants politiques réunis dans un parlement local des compétences élargies, la possibilité de définir les grandes orientations pour leur territoire, de trouver, pourquoi pas, leur propre source de financement en lieu et place des crédits de l'État, voire de fixer leur propre loi régionale, différente de celle ayant cours dans le reste du pays. Et au regard de la situation de la Guadeloupe, l'autonomie est sans doute la pire réponse possible, si tant est que le but du ministre soit bel et bien de régler la crise économique et sociale. Car si en France le contrat social repose sur un principe en particulier, c'est bel et bien celui d'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire.
La République est supposée garantir à chacun les mêmes droits. Elle est censée offrir le même accès aux services essentiels, garantir à chacun la possibilité de vivre en sécurité des fruits de son travail. Et tant pis si installer l'eau potable et l'électricité coûte proportionnellement un peu plus cher à la nation pour alimenter un village de 150 habitants dans le Massif central, ou une île au beau milieu des Caraïbes, que pour alimenter le 7e arrondissement de Paris. En France, il n'est pas censé y avoir des citoyens de seconde zone, dès lors qu'ils vivent en périphérie des métropoles, ou, dans le cas de la Guadeloupe, de la métropole. Et c'est précisément l'impression que ce principe n'était plus respecté par les pouvoirs publics qui a été à l'origine, il y a 3 ans, du mouvement des Gilets jaunes. Car lorsque la loi ne s'applique plus de la même manière d'un territoire à un autre, quand l'égalité des chances est rompue, la cohésion sociale ne peut que se disloquer. Et ce qu'a suggéré samedi Sébastien Lecornu, ce n'est ni plus ni moins que l'officialisation de cette rupture d'égalité des citoyens devant la loi sur des bases territoriales. Le ministre l'a d'ailleurs revendiqué en assumant que l'autonomie proposée, c'était moins d'égalité pour plus de liberté. Mais de quelle liberté est-il question ici ? Quel serait le pouvoir réel d'un parlement local disposant des moyens économiques d'un territoire sans industrie où 40% des moins de 30 ans sont privés d'emploi ? En quoi un transfert de compétences de l'État à une nouvelle collectivité locale créée de toutes pièces permettrait-elle de régler les problèmes d'insécurité, de chômage, d'illettrisme ou encore d'accès à l'eau potable qui gangrènent le département ? La liberté que fait miroiter Sébastien Lecornu n'est-elle pas simplement celle d'un territoire où tout est théoriquement permis mais où rien n'est possible, faute de moyens. La liberté pour ceux qui ont les moyens de quitter la terre où ils sont nés, pendant que les moins chanceux, la majorité, s'enfoncent dans le sous-développement. Et surtout, pourquoi poser cette question alors que les problèmes de la Guadeloupe sont connus et clairement identifiés ? Ne sont-ils pas suffisamment concrets pour que l'on n'ait pas besoin, en plus, de les réduire à des questions absurdes de dosage, 10% de liberté en plus contre 20% d'égalité en moins ? Ce dont les habitants ont besoin, c'est tout simplement que l'État joue son rôle, que les responsables politiques planchent sur un véritable plan d'investissement visant à soutenir l'émergence, voire à créer directement une industrie et une agriculture locale, permettant de nourrir et d'équiper les ménages en même temps qu'elles fourniront du travail. Ce dont les habitants ont besoin, c'est d'un réseau d'alimentation en eau potable qui fonctionne, d'enseignants, de policiers et de prix à la consommation relativement raisonnables. Tout cela, c'est l'État qui non seulement est aujourd'hui en capacité de le fournir, mais c'est en plus son devoir. Que l'État prenne ses responsabilités en Guadeloupe, protège ses citoyens et leur offre la possibilité d'une vie digne, et bientôt les citoyens n'auront plus de problème à respecter leur propre part du contrat social. Lorsque pendant des années, des ministres ont fait justement des allers-retours spectacles en Outre-mer, avec des annonces de tarmac, dans lesquelles on a seulement voulu montrer à l'Hexagone que l'on s'occupait de la crise et que l'ensuite on détournait les talons et qu'on laissait les choses pourrir sur place, ou en faisant des chèques ou des annonces qui n'étaient pas forcément suivies des faits, ce n'est pas un modèle pour moi. Et donc j'assume de ne pas faire comme malheureusement parfois ce fut fait dans le passé. De qui parlez-vous ? Je n'ai pas besoin de citer de nom ni de prédécesseurs, ni d'autres membres du gouvernement. Le débat dont nous parlons n'est pas celui de l'indépendance. Il ne s'agit pas d'organiser, à mes yeux, subrepticement, un je ne sais quel largage de la République. Le débat qui est ouvert est celui du juste degré d'autonomie. De son côté, Jacques Chirac espère, en venant ici, reprendre à son compte toutes les aspirations. D'accord avec Lionel Jospin sur le principe de l'autonomie, le président de la République se démarque en plaidant par exemple pour la défiscalisation. Mais le chef de l'État veut surtout se poser en arbitre et fixer le cadre du débat institutionnel. Et alors on comprend mieux le sens de la déclaration ministérielle. L'autonomie, ici, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pour les pouvoirs publics d'échapper pour de bon aux responsabilités qu'ils n'ont pas assumées jusqu'à maintenant, le tout sous couvert de grands principes. De par ses spécificités géographiques et historiques, ce département français nous coûte trop cher et nous le laissons à l'abandon depuis des décennies. Surtout, ne changeons rien, contentons-nous d'officialiser ce qui était jusqu'alors un état de fait et de l'ériger en un grand principe. Si demain nous n'assumons pas nos devoirs envers les citoyens, ce ne sera pas parce que nous sommes irresponsables et incompétents, mais parce que nous sommes fidèles à un idéal de liberté. Le résultat sera exactement le même, les gens connaîtront les mêmes difficultés, mais au moins on pourra dire que c'est de leur faute et pas de la nôtre, parce qu'ils auront gaspillé cette autonomie que nous leur avions si généreusement offerte. Et ce qui est sans doute le plus grave dans tout cela,
c'est que la déclaration de Sébastien Lecornu ne constitue pas du tout un accident de parcours. C'est d'ailleurs un autre ministre, Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement, qui l'a confirmé au micro de France Inter dimanche 28 novembre. Pour lui, la position de l'exécutif vis-à-vis de la Guadeloupe n'est pas différente de sa position vis-à-vis de toutes les autres régions. En d'autres termes, pour Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité présidentielle, chaque portion de la France devrait prendre ses distances vis-à-vis de l'État central, déterminer son propre projet d'avenir et chercher auprès des investisseurs privés les moyens de leurs ambitions. Tant pis dès lors si des régions dotées de moindres atouts géographiques, d'infrastructures ou d'équipements industriels moins développés se retrouvent à la traîne. À chacune de savoir mieux se vendre que ses voisines, désormais concurrentes dans ce vaste marché territorial que deviendra demain ce qu'hier encore on appelait la France. Est-ce que c'est une manière de dire aux élus de Guadeloupe, prenez vos responsabilités, arrêtez de vous tourner en permanence vers Paris? Mais je pense dans cette relation entre l'État central et les collectivités territoriales, en Outre-mer comme ailleurs, il faut que, à cette liberté donnée dans l'exercice des compétences, vienne faire écho une forme de responsabilité. On voit bien par exemple le sujet de l'eau, qui est un sujet prégnant dans ces territoires, est un sujet qui est pourtant dans les mains et dans les mains des élus locaux, et on voit bien que cette question n'a pas été résolue. Ils ont les moyens de résoudre ce problème localement. L'ancien président de la région ne dit pas non, mais s'interroge sur les modalités. Quelles sont les dotations? Est-ce que l'autonomie, c'est moins d'argent? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. Depuis quasiment 50 ans dans ce pays, on a donné de plus en plus d'autonomie aux acteurs locaux, aux élus locaux, pour qu'ils gèrent en direct un certain nombre de choses. Et nous faisons face, malheureusement, à beaucoup d'incompétences, de malversations, puisque depuis des années, les abonnés payent leurs factures d'eau, ils payent pour avoir de l'eau, ils payent pour que le système d'eau soit entretenu, et ça n'a pas été entretenu. On estime que 50% de l'eau est perdue à cause des fuites. S'il y en a autant, c'est parce que les tuyaux vieux de 50 ans n'ont jamais été remplacés. Et le montant des travaux est colossal. On estime qu'il faut 1 milliard d'euros pour remettre en état tout le réseau d'eau potable en Guadeloupe. Vous savez, quand les gens attaquent la proposition de Sébastien Lecornu, ils attaquent un peu aussi nos territoires ultramarins. Il y a un petit côté... colonial, sans doute peut-être, dans certaines propositions, quand on dit mais ils ne sont pas capables de s'organiser. Oui. Quand c'est pour l'outre-mer, cette décentralisation poussée à l'extrême, ça serait donc pour diluer, ça serait donc du cynisme. Bon. Ou alors, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils nous disent que les élus ultramarins ne seraient pas capables d'assumer ces responsabilités. Est-ce que vous n'avez Je ne pas le pense pas. Cette vision des choses, il faut le rappeler, était au cœur du projet de loi de décentralisation que Jean Castex était supposé présenter à l'automne 2020, si la deuxième vague de Covid n'avait pas repoussé les grands dossiers politiques. Et si, au printemps prochain, Emmanuel Macron enchaîne sur un deuxième mandat, il semble d'ores et déjà acté que ce projet refera parler de lui. Une vision de la France affaiblie, morcelée, d'ailleurs partagée par des personnalités politiques comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui ont été promptes à dénoncer les propos de Sébastien Lecornu, mais qui dans les faits s'accordent sur ce projet d'une France territorialisée, d'une fédération de grandes régions aux intérêts divergents, sinon opposés. Dès son arrivée au pouvoir, la gauche s'attaque au chantier de la décentralisation. Les lois de fer rompent avec près de 200 ans de centralisme en France. L'État transfère aux élus locaux des compétences en matière d'éducation ou de transport notamment. 20 ans plus tard, la décentralisation est aussi l'une des priorités du Premier ministre. Voilà comment on peut faire vivre la République des proximités. Voilà comment on peut donner à la vie quotidienne des Français aujourd'hui plus de chaleur et plus d'efficacité. Je souhaite que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Cette confiance dans les territoires suppose que le droit à la différenciation soit consacré dans une loi organique. Une vision actuellement dominante au sein de la classe politique où la loi de la République n'est pas la même pour tous, permettant ainsi à des petits chefs de régner sur leur baronnie locale à coups de clientélisme, imposant leurs règles au gré des intérêts qui les financent. La vision d'une France où le tout n'existe que comme l'addition des parties qui la composent, comme autant de services différents à externaliser d'urgence, à transformer en simples sous-traitants de l'entreprise France, pour ne plus avoir à assumer leurs coûts de fonctionnement. Une vision aux antipodes de tout ce qui fait notre construction nationale, pas simplement depuis 1789 et depuis l'avènement de la République, mais au-delà depuis le XIIe siècle, lorsque le roi Philippe Auguste déjà opposait à la féodalité et à ses guerres fratricides les bases d'un État central.
Une vision aujourd'hui présentée comme idéale par des élites séparatistes, mais en réalité un cauchemar pour la France réelle, celle qui ne demande qu'à vivre de son travail, en Guadeloupe comme ailleurs, protégée par des institutions communes et à laquelle on ne sait aujourd'hui que proposer une liberté abstraite, synonyme de qualité de vie toujours plus réduite, jusqu'au jour où l'explosion sera telle que la France des salons parisiens n'aura d'autre choix que de plier ou de quitter définitivement la scène politique. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé ou a pu vous informer sur un sujet important, bien trop peu abordé dans les autres médias à notre goût, on vous invite bien évidemment à la partager autour de vous. Vous contribuerez ainsi à mettre de vrais enjeux au cœur du débat public, loin des polémiques stériles et hors sol auxquelles la classe politique tente de nous cantonner. Par ailleurs, si vous appréciez notre travail, que vous le jugez utile et que vous pensez qu'il vaut la peine d'être soutenu, on vous invite à le financer à hauteur de quelques euros par mois sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description sous la vidéo. Aujourd'hui, le fil d'actu, c'est un média 100% indépendant, et ça, c'est grâce à vous, les tipeurs, qui nous permettez de le faire vivre, de faire ce travail sans avoir à nous vendre à des producteurs ou à des publicitaires, et donc de conserver une liberté absolue en matière éditoriale. Donc, merci à chacun d'entre vous de rendre cela possible. Et si vous aussi, vous souhaitez contribuer à l'aventure, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs. Ça se passe donc sur notre page Tipeee, en description, sous la vidéo. Merci d'avance et bienvenue. Par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir et ça améliore le référencement et donc la visibilité de nos contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.